à notre tour de vous remercier pour l'invitation, pour l'organisation. On a décidé ensemble du programme et je tiens également à remercier Geneviève qui a quand même beaucoup contribué à l'organisation de cet après-midi, qui est essentiellement centré sur la prise en charge et sur l'histoire naturelle. Et vous avez dans la salle tous les experts dans les différentes disciplines qui prennent en charge les enfants achondroplases. Donc je vais juste faire une brève introduction pour resituer l'achondroplasie. Et puis on veut laisser surtout beaucoup de temps aux questions et au dialogue. Donc, je vous rappelle très basiquement que l'achondroplasie est une des chondrodysplasies les plus fréquentes. On reconnaît environ 430 dysplasies squelettiques qui font partie du groupe des maladies rares. Et parmi ces maladies dysplasies squelettiques, il y en a 3 qui sont plus fréquentes: la maladie des exostoses multiples, l'ostéogenèse imparfaite et bien sûr l'achondroplasie. L'incidence est estimée entre 1 pour 15 000 et 1 pour 30 000 naissances en France. Et on recense environ 250 000 personnes achondroplases dans le monde. Il n'y a pas de prédominance ethnique. Le mode de transmission est autosomique dominant, avec le plus souvent un événement de novo survenu chez l'enfant, un événement accidentel, qui aura alors un risque de transmission de 50% à sa descendance. Le gène responsable de l'achondroplasie est FGFR3. Il a été identifié en 1994 par une équipe française, Francis Rousseau et Laurence Legemallet qui est ici, et une équipe américaine simultanément. FGFR3, récepteur de croissance fibroblastique, récepteur avec un domaine tyrosine kinase, avec 4 membres FGFR, 1, 2, 3, 4, qui ont tous une même organisation, un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. Et le point très important, c'est que dans l'achondroplasie, il existe une mutation unique, G380R, qui est localisée dans le domaine transmembranaire, et c'est quelque chose d'assez unique en génétique, avec derrière un test génétique très facile, mais également des études fonctionnelles qui sont directement liées à cette mutation unique. Donc FGFR3, il est responsable d'abord de l'achondroplasie qui est au centre, mais également de 2 autres dysplasies squelettiques. Ici, le nanisme thanatophore, qui est une forme très sévère de dysplasie squelettique létale dans la première partie de la grossesse et qu'on diagnostique très tôt. Et puis une forme plus modérée qui s'appelle l'hypochondroplasie, qui se traduit en règle générale par une cassure de la courbe staturale vers 2-3 ans. Et vous avez ici l'image d'un jeune garçon avec une hypochondroplasie. On a souvent des familles dominantes d'hypochondroplasie avec une petite taille qui s'égrège dans la famille. Et à l'inverse de l'achondroplasie, il y a beaucoup plus de mutations dans FGFR3 qui sont associées à la dysplasie thanatophore et à l'hypochondroplasie. Donc finalement, le diagnostic moléculaire des 2 autres dysplasies squelettiques est plus compliqué, alors que pour l'achondroplasie, on a une réelle facilité à le rechercher. Les conséquences de ces mutations ont été étudiées par Laurent. Ce sont des mutations gain de fonction, donc avec un récepteur FGFR3 qui est actif de façon constitutive. Les mutations sont présentes à l'état hétérozygote. Ces mutations sont responsables d'une phosphorylation constitutive de FGFR3 en l'absence de son ligand. FGFR3 est un régulateur négatif de la croissance osseuse et les mutations vont avoir comme conséquence une désorganisation de la plaque de croissance avec en particulier une diminution très importante de la zone hypertrophique que vous voyez là, avec également une réduction des zones prolifératives et une perte de l'organisation en colonne normale de la plaque de croissance comparativement à des contrôles. Alors le diagnostic, on est en 2019, mais pour nous le diagnostic il reste encore radiologique. C'est d'abord pendant la grossesse. En général, le diagnostic est fait sur signe d'appel échographique à partir de 23 semaines d'aménorrhée. On n'évoque pas une achondroplasie en tout début de grossesse, c'est l'histoire naturelle de l'achondroplasie, le fémur court. Il est détecté à partir de 23 semaines d'aménorrhée. Et ce qui est important, c'est que ce fémur court contraste avec un bip qui est conservé et une morphologie faciale qui est caractérisée par une racine du nez aplatie. Donc encore une fois, signes d'appel échographique qui normalement doivent conduire au diagnostic d'achondroplasie, qui va être ensuite confirmé par la réalisation du scanner, le scanner osseux que nous ne réalisons que vers 28 semaines d'aménorrhée, car il a une interprétation délicate et difficile avant 28 semaines d'aménorrhée et qui a pour nous une excellente spécificité et sensibilité. Et finalement, l'étude moléculaire de FGFR3, qui encore une fois est accessible, ne fera que confirmer un diagnostic qui aura été suspecté radiologiquement.
Et je vous ai juste mis là l'exemple d'un scanner qui illustre comment on diagnostique une achondroplasie. Donc c'est un scanner qui est réalisé à 28 semaines d'aménorrhée. Pour nous, on voit des os longs qui sont courts et trapus. On voit une extrémité supérieure du fémur qui est effilée. On voit des vertèbres qui sont un petit peu plates avec un élargissement des espaces intervertébraux, un toit du cotyle qui est horizontal. Et sur cette présentation radiologique, on fait le diagnostic d'achondroplasie. Alors parfois, le diagnostic n'est pas fait, donc on fera un diagnostic à la naissance. Je vous rappelle que la taille de naissance peut être tout à fait normale dans le contexte d'une achondroplasie, que la taille de naissance moyenne des enfants à la naissance est de 47 cm. Et en fait, ce qui va frapper, c'est une atteinte des humérus et des fémurs que l'on appelle une rhizomélie, avec un périmètre crânien qui est conservé. Donc on a une rhizomélie avec périmètre crânien conservé, souvent avec une saillie des basses frontales. Et on retrouve les éléments radiologiques dont je vous ai parlé, avec un petit évasement métaphysaire, des toits du cotyle horizontaux et une extrémité supérieure du fémur qui est pour nous pathognomonique avec un aspect très effilé, et puis associé aux plateaux vertébraux qui sont un petit peu plats. Donc on reste sur un diagnostic clinique radiologique, et en post-natal, l'étude moléculaire de FGFR3 n'est pas nécessaire pour confirmer le diagnostic, même si on l'a fait le plus souvent. Alors la prise en charge, ça va être le cœur de cet après-midi. Je voulais juste insister sur l'importance du réseau et dire un petit mot de la filière Oscar. Donc il y a 5 ans, il y a eu un nouvel appel d'offres pour mettre en place des filières de santé maladies rares, filières de santé dont le but était de regrouper des centres de référence dédiés à un même groupe de pathologies. Et donc on a répondu à l'appel d'offres en créant une filière que l'on a appelée OSCAR, pour os, calcium, cartilage, qui regroupe 2 centres de référence, un centre de référence maladie osseuse constitutionnelle que l'on coordonne et un centre de référence du métabolisme phosphocalcique. L'intérêt de cette filière, c'est de faire se rencontrer des disciplines différentes. Nous, on a une culture pédiatrique, mais dans la filière, il y a des rhumatologues, il y a des médecins d'adultes, médecins de rééducation, il y a bien évidemment des chirurgiens, de toutes disciplines médicales et paramédicales. Et on a mis en place des réunions régulières et des productions qui sont accessibles à tous, comme je vais vous le montrer. Alors, je reviens sur le centre de référence maladie osseuse constitutionnelle qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est le centre de référence qui prennent en charge les enfants achondroplastes. Donc, on a un site pédiatrique Necker qui coordonne, 2 sites adultes à Paris, constitutifs, Lariboisière et Cochin, et on a organisé la transition avec Lariboisière et Cochin. Et vous avez ensuite la liste des centres de compétences avec réellement un maillage national, et avec les centres de compétences maladie osseuse constitutionnelle et les sites constitutifs. On a des réunions intermoc tous les 6 mois et on a un staff hebdomadaire, un RCP. C'est vrai qu'on partage des cas cliniques, on partage des demandes de prise en charge. Donc il y a une vraie interaction avec l'ensemble de ces centres qu'on connaît très bien. La filière, c'est également Oscar 4 événements annuels. Un événement habituellement en février qui est la rencontre des associations, et certains d'entre vous ont déjà participé à ces rencontres. Une réunion annuelle en avril. Une réunion en juin qui s'appelle outil diagnostic et une réunion en décembre qui s'appelle recherche. Et puis, c'est des productions avec en particulier des tutos. Et vous avez sûrement eu accès aux tutos Oscar avec Georges qui montre comment faire les manœuvres de rééducation pour un enfant achondroplaste. Donc, vous pouvez y avoir accès. Mais il y a également toutes les autres productions, calendrier de suivi, arbre décisionnel, guide de bonne pratique. Et j'ai juste illustré le calendrier de suivi avec ce que Geneviève présentera probablement en fin d'exposé. Le calendrier de suivi de l'achondroplasie avec tout au long de la vie les examens et les suivis qui paraissent nécessaires, donc qui est accessible sur le site de la filière Oscar. Alors un petit mot maintenant sur les perspectives thérapeutiques. Donc l'achondroplasie est une des rares dysplasies squelettiques pour lesquelles aujourd'hui on a accès à des essais cliniques qui sont encore limités, mais avec réellement de très grandes perspectives thérapeutiques, avec beaucoup d'équipes de chercheurs qui s'intéressent à l'achondroplasie. Et Laurence est là s'il y a des questions spécifiques de recherche pour y répondre. Je vous rappelle que, comme je l'ai dit au départ, la mutation de FGFR3 est une mutation qui est dite activatrice. Donc elle entraîne une activation de FGFR3 en dehors de la liaison à son ligand, ce qui va entraîner une activation de toutes les voies de signalisation qui sont situées en aval, et en particulier des voies MAP kinase. Donc l'idée des traitements, c'est de bloquer l'activation de ces voies MAP kinase, ou bien de bloquer le récepteur.
Et vous avez cette diapositive qui résume quelques-uns des moyens qui sont envisagés pour bloquer FGFR3 ou pour bloquer l'activation des voies de signalisation, avec certaines molécules qui ont été testées en préclinique et une seule qui est testée en essai clinique, vosorotide, générée par Biomarin. Donc là, c'est juste pour vous lister qu'il y a vraiment beaucoup de recherches dans le domaine. Il y a une publication sur l'utilisation de la PTH. On dirait un petit mot de l'utilisation du FGFR3 soluble avec les travaux d'Elvire Gouze. On a une publication sur l'utilisation de la statine, une publication sur l'utilisation de la méclosine, qui est un antihistaminique, un antiémétique. Et ces publications, elles sont faites en préclinique, donc sans essai chez l'homme pour l'instant. Et souvent, vous le verrez, soit dans des modèles murins, soit dans des cultures de chondrocytes. Donc on n'en est pas du tout encore au stade de l'essai clinique pour ces molécules. Et donc j'illustre juste l'une de ces publications pour vous montrer méclosine, vous verrez beaucoup. Là, ça a été testé dans des chondrocytes. Donc il faut regarder avec prudence ces études qui sont faites in vitro. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être respectées avant d'envisager le passage à l'homme. Je reviens maintenant au natriurétique peptide et à l'essai de Biomarin. Donc l'histoire, elle commence par l'identification de mutations dans une autre dysplasie squelettique qui s'appelle la dysplasie acromésomélique, acro petite main, mésomélique atteinte de l'avant-bras. Donc ce n'est pas du tout la chondroplasie, parce que la chondroplasie, c'est une rhizomélie, mais c'est une dysplasie squelettique assez sévère, avec un retard de croissance aux alentours de -4 déviations standard, et qui est dominée par la brièveté des mains et des avant-bras. Elle est transmise sur un mode autosomique récessif et le gène qui est responsable de la dysplasie acromésomélique est un récepteur au natriurétique peptide. Donc ce sont des mutations perte de fonction et on a associé à la dysplasie mécromélique une petite taille. Et vous avez là-bas une souris qui a un déficit en natriurétique peptide, en peptide natriurétique, qui est clairement petite. Donc, deux premiers arguments. La souris modèle murin qui a un défaut en natriurétique peptide qui est petite. La dysplasie acromésomélique qui a des mutations du récepteur en natriurétique peptide, retard de croissance dans tous les cas. Et à l'inverse, il y a eu une publication d'une équipe marseillaise qui montre chez un adulte une avance staturale avec des gros orteils. Et cet adulte avance staturale a une translocation 2,7 et par un effet positionnel, cette translocation est associée à un excès de natriurétique peptide. Donc trop de natriurétique peptide, grande taille, pas assez de natriurétique peptide, petite taille. Et vous avez ici un modèle murin qui surexprime le CNP, là encore grande taille. Donc tout ceci suggère l'intérêt de l'utilisation du CNP dans la chondroplasie pour essayer de contrecarrer la suractivation de FGFR3 et pour essayer d'entraîner une restauration de la taille. Et c'est la base de l'essai de Biomarin. On a un rôle clé du CNP sur les voies MAP kinase. On voit que quand le CNP se fixe à son récepteur, on a une inhibition de la voie MAP kinase, et c'est ce qu'on recherche quelque part dans la chondroplasie, puisqu'on a une voie qui est trop activée, et ça a donc conduit à l'idée d'utiliser le CNP comme une perspective thérapeutique dans la chondroplasie. Et vous avez deux des publications qui ont été importantes pour valoriser l'intérêt du CNP, qui sont des publications de japonais. Surexpression de CNP dans des chondrocytes va restaurer la chondroplasie à travers un mécanisme dépendant de la voie MAP kinase. Et deuxième publication, l'administration de CNP est une nouvelle stratégie thérapeutique pour les dysplasies squelettiques. Donc ça conduit à la production du BMN 111 par Biomarin, qui est maintenant appelé vosorotide. Et là, vous avez l'administration sous-cutanée de Biomarin dans le modèle murin de Laurence, qui montre clairement l'efficacité du vosorotide dans le modèle murin, qui a conduit à une publication dans l'American Journal of Human Genetics. Et ça a été la base de l'essai clinique et du vosorotide. Donc voilà la publication dans American Journal. Donc aujourd'hui, on a participé à 2 études de Biomarin. Il y a eu une première étude, comme pour tous les essais cliniques, une étude d'histoire naturelle. Donc c'était une étude qui s'appelait BMN 111-901 avec 9 sites, 200 enfants de 5 à 14 ans qui venaient régulièrement à Necker. À Necker, on a inclus 8 enfants de 5 à 13 ans. L'étude a débuté en septembre 2012 et on vient juste de la clôturer. Et le but de cette étude, c'était vraiment mesures anthropométriques, radio,
marqueur osseux et surtout objectif primaire, détermination de la vitesse de croissance annuelle. On a besoin de courbes de référence pour savoir s'il y a une efficacité. Donc ces études d'histoire naturelle sont vraiment clés dans tous les essais cliniques. Et puis la deuxième étude auquel on a participé, c'est un essai clinique cette fois de phase 2, dont le but était de déterminer la croissance, la dose croissante et la tolérance du vosorotide. Donc là, on a un recul de plus de 2 ans. Il y a eu 8 sites d'inclus, 46 sujets, dose progressive, 5 doses, injection sous-cutanée tous les jours. Premier critère, vélocité de croissance annuelle. On a inclus 2 enfants sur les 8 qui faisaient partie de l'histoire naturelle. Les premiers résultats à 6 mois montraient une très bonne tolérance, si ce n'est une rougeur au point d'injection. Un gain de 50% dans la vitesse de croissance, c'est-à-dire de 2 cm par an par rapport à des courbes de croissance habituelles. Et la dose optimale qui a été décidée de 15 microgrammes kilo par jour. Et aujourd'hui, les enfants qui ont été inclus continuent à être traités à une dose de 15 microgrammes kilo par jour. Et il y a une phase 3 qui va être ouverte. Donc voilà pour le vosoritide, avec un effet en tout cas, un bénéfice sur la vitesse de croissance annuelle. Je dis un tout petit mot sur Theracon parce que je pense que vous avez été sollicité, l'association a été sollicitée pour le congrès à Nice. Donc Theracon, c'est l'utilisation de FGFR3 soluble. Donc l'idée, c'est de rentrer en compétition avec le FGFR3 récepteur classique pour la liaison au ligand, avec le but derrière, évidemment, de restaurer une ossification endochondrale normale et de restaurer des voies de signalisation normales. Donc ça, c'est le principe du FGFR3 soluble. Donc ça, c'est des travaux d'Elvire Gouze à Nice. En image, vous voyez qu'on a le FGFR3 membranaire et le FGFR3 soluble. Ils vont en fait tous deux être en compétition pour la liaison au ligand. Et en finale, le bénéfice, c'est qu'on restaure une ossification endochondrale normale. Alors, il n'y a pas d'essai encore pour le Theracon à ma connaissance, mais il y a une histoire naturelle qui est en cours, pour lequel 2 sites ont été sollicités. Nous avons été sollicités et on a prévu d'inclure 10 enfants pour l'histoire naturelle. Et Marseille également a été sollicité, donc on est au tout début de Theracon. Et je vous ai juste résumé ici les essais pour lesquels on n'est pas forcément au courant de tout. Donc vosorotide, phase 3, BMN 111, biomarin. Ensuite, il y a un essai avec du natriurétique peptide d'Ascendis Pharma. Il y a Theracon avec le FGFR3 soluble. Il y a les inhibiteurs de tyrosine kinase. Il y a la méclosine, il y a les statines, avec des essais qui sont soit académiques, soit en partenariat industriel. Mais à ma connaissance, il n'y a que le vosorotide qui est en essai clinique. Voilà pour ce survol. Et donc, je vous ai remis le programme de l'après-midi, qui est vraiment centré sur la prise en charge. Et on fait comme vous voulez, soit on enchaîne, soit on répond aux questions. C'est comme vous voulez. On peut enchaîner. C'est les piqûres, en fait, ça se passe à la maison. À la maison, avec une infirmière à domicile, exactement. Après, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a 2 enfants qui sont inclus. On n'a pas possibilité d'inclure d'autres enfants. Mais probablement dans 5 ans, on est vraiment au début de l'essai clinique. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Geneviève. On reçoit des emails des parents régulièrement. Nous demandons pourquoi leur enfant n'est pas inclus. Donc il y a une vraie difficulté Oui, ce qu'on peut juste rajouter, mais la phase 3 est actuellement en cours. C'est vrai que si vous allez sur Internet, on parle de la phase 3. En France, nous n'avons pas été sélectionnés pour cette phase 3, qui est une étude pas facile non plus, parce que c'est 1 an contre placebo. Contre placebo, c'est-à-dire soit on a le médicament, soit on a un faux médicament. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile d'avoir pendant 1 an un faux. Donc pour différentes raisons, nous n'avons pas été inclus. On a des agences réglementaires au niveau national et la France n'a pas été sélectionnée. Mais après, si cette phase 3 est validée, et aujourd'hui dans tous les développements des médicaments innovants, on est obligé de passer par des phases placebo. À ce moment-là, il va y avoir peut-être une phase 4 et puis ensuite toutes les discussions pour la prise en charge et le remboursement du médicament. Et peut-être qu'une des questions qui peut être posée, c'est si les choses continuent de bien marcher avec une bonne tolérance, comme on a l'impression qu'aujourd'hui elle l'est, parce qu'aujourd'hui il y a une bonne tolérance, il faut être très prudent. La mise sur le marché de ce médicament, c'est au moins 3-4 ans. 5 ans.
bon, alors 5 ans, oui, je suis toujours trop optimiste, mais encore beaucoup moins. Parce que notre premier rôle, c'est de ne pas nuire. Et il faut être sûr qu'à long terme, il n'y ait pas d'effet secondaire. Vous voyez, pour un développement qui a commencé il y a même 5 ans aux États-Unis, 4 ans en France, 5 ans aux États-Unis, et les premiers travaux, c'était il y a 10 ans. C'est toujours très long, mais pour justement aller lentement mais sûrement. Oui, c'est ça. 5 ans après l'étude, quand l'étude est terminée. C'est normal, parce qu'il faut être très prudent. Dose, tolérance, efficacité. Après, ça a des grosses conséquences quand même. Oui, je voulais juste vous demander si ce médicament est mis en place. Les enfants achondroplases ont quand même une particularité. Les membres longs sont courts. Ils vont certes grandir, mais ça se passera comment au niveau des membres Alors, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un allongement des pièces squelettiques, c'est-à-dire, vous pensez à une disproportion relative ? Oui. C'est trop tôt pour le dire. On n'a pas assez de... C'est ça la vraie difficulté. On voit qu'il y a un gain en vitesse de croissance annuelle de 2 cm par rapport à un autre enfant. Je veux dire, on n'est qu'à 4 ans de recul. Donc, on a vraiment besoin d'attendre la puberté, voir s'il y a un gain pubertaire ou pas, et quelle sera vraiment, en finale, la taille finale, l'envergure et les proportions. C'est pour ça qu'il faut du temps. C'est une très bonne question parce que la proportion, elle est importante. C'est très important. Oui, bonjour. Donc, selon vous, ce que vous dites, c'est donc le médicament est administré jusqu'à la puberté, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus de croissance possible. Je ne dis pas ça, je dis que je ne sais pas. Ah. Je dis qu'on est à la phase de l'essai clinique, qu'on ne sait pas combien de temps le traitement va être administré. Je ne sais pas, on ne sait pas et personne ne sait. Bonjour, je me demandais, le médicament, il sera efficient sur des enfants de plus de 5 ans Alors, c'est sûrement efficient jusqu'à la puberté, sûr, parce qu'on est en période de croissance. La question, c'est quel sera le bénéfice après la puberté, quelles sont les questions qu'on pose. Et la question également, c'est quels sont les bénéfices à la naissance. Parce qu'il y a d'autres questions. Chaque âge a ses questions. Oui, donc, faudra voilà. Donc, faudra essayer de répondre. Donc, pour la croissance, oui. Après 5 ans, ça marchera jusqu'à la puberté.